Votre émission, une émission qui décortique l'actualité Grand Soir. Aujourd'hui, beaucoup des sujets sont à l'ordre du jour. On va commencer justement par la pénurie de carburant à travers la ville de Kinshasa. Non seulement à travers la ville de Kinshasa, mais tout le pays. On en parle dans cette émission. On parlera aussi du marketing politique. Est-ce que c'est un domaine nouveau en RDC ou c'est d'actualité? On recevra d'ailleurs sur ce plateau, il est déjà sur ce plateau justement, on va parler du marketing politique. Il est expert en la matière. Et puis on va parler également du gouvernement Sama Lukonde. C'est un gouvernement qui doit partir ou ça doit demeurer. Mais avant de vous présenter l'invité qui est sur ce plateau, je vous laisse suivre la charpente du journal d'aujourd'hui, justement, avec Manuela Ingrid Kitalungo qui est déjà sur le plateau. Bonsoir Manuela. Bonsoir Désiré Wemboloa. Madame, Messieurs, bienvenue sur les antennes de la 10e rue télévision pour suivre les grandes lignes de l'actualité de ce soir. À la une de l'actualité, pour une unième fois, les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à mettre la main sur les groupes rebelles ADF tout en empêchant une incursion de ce groupe mercredi 7 septembre à Beni, dans la province du Nord Kivu. Ils ont également libéré 5 compatriotes congolais pris en otage à Rwanzori, récupéré une arme de guerre de type AK-47, neutralisé 2 des éléments de ce groupe. C'est une confirmation faite par le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, Anthony Moualoucha, le capitaine, joint au téléphone par la rédaction. Nous parlerons également dans ces grandes lignes de 100 nouveaux bus supplémentaires de Transco qui sont mis en circulation afin de faciliter le déplacement de tout le Congolais face à la hausse exagérée de prix de transport par les conducteurs, ce qui fait suite à la pénurie des carburants. C'est une annonce faite par les gouvernements congolais ce jeudi 8 septembre. Voilà, c'est tout pour les grandes lignes prévues pour ce soir. Tout à l'heure, vous aurez plus de amplitude à l'édition des 19h juste avec moi-même à la présentation. Alors, vous êtes devant vos écrans, nous vous savons beaucoup, comme d'habitude, justement. Merci à vous qui nous suivez. Restez scotchés. Juste après ceci, je vous présente l'invité qui est déjà sur ce plateau. Alors, sur ce plateau, je suis accompagné d'experts en marketing politique. Il est également analyste politique, Jules Pitra Mukendi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, très cher Désiré. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. C'est toujours un bonheur, un plaisir que de venir sur votre plateau pour essayer de débriefer sur l'actualité et pour essayer de jeter un coup d'œil sur la matière pour laquelle nous voulons en tout cas vulgarisé dans le pays, la matière qui consiste sur le marketing politique. Et nous sommes très contents, nous pensons être à la mesure, comme j'ai toujours dit, des attentes de plusieurs téléspectateurs qui nous suivent de partout. Alors, je voudrais commencer par l'historique quand même. Joseph Désiré Mobutu, quelqu'un qui a dirigé ce pays pendant 32 ans et il quitte le pays 25 ans après. Qu'est-ce que nous pouvons retenir globalement de cette personnalité publique? Oui, Joseph Désiré Mobutu, une grande personnalité, certainement. Quelqu'un qui a marqué son temps, qui a marqué l'humanité par rapport à sa démarche. C'est vrai qu'il y a, quand il faut faire une analyse sur la personne, il n'y a pas lieu de faire une analyse très, je vais dire très limitée sur la République démocratique du Congo. Je crois qu'il est sorti presque du néant, ayant participé à la table ronde comme je dirais pratiquement un garçon de course. De Patrice Emery Lumumba. Il était déjà là, un peu comme les disent
comme on le dit dans la Bible, il ne faut pas négliger les faibles commencements. C'est fait qu'il s'est retrouvé là, alors qu'il n'était encore rien, mais le destin faisait déjà son chemin. Et après, on a vu comment est-ce que il est monté, et puis jusqu'à faire le coup d'État de 1965. Nous avons vu que pendant plus de 32 ans, il a conduit le pays de main de fer. Il avait une touche particulière parce qu'on a vu que si il y a des éléments sur lesquels qui ont marqué son temps, c'est qu'à un moment, il a voulu rompre avec les éléments de culture occidentale. Il a dit que nous devions faire... Ceux qui les soutenaient. C'est pratiquement son appui. Il a été amené au pouvoir par l'Occident, mais à un certain niveau, à un certain moment, il s'est rendu compte qu'il n'était pas obligé de tout faire à l'occidental, et que même si on pouvait garder les bons rapports avec l'Occident, il y avait lieu d'imposer, je ne sais pas s'il faut dire qu'il fallait l'imposer, mais il y avait lieu de rappeler notre manière à nous africaines, notre manière à nous bantous de faire les choses ou de présenter le pouvoir. Et quant à ça, moi j'applaudis son génie. C'est ce qui a fait que de maître longtemps, il a conduit ces pays. Et il faut dire que vers les années 70 jusqu'à 80, le pays avait connu une économie très florissante. Ah bon? Il y avait de l'ascension. Il y avait vraiment l'ascension. On a même ici, dans ce pays, organisé comme le combat du siècle d'Ali Fouillman en 1974. Mais qu'est-ce qui a fait que le pays se trouve dans le chaos total juste après? Si l'économie était florissante. Ben justement, il avait connu une économie florissante, mais seulement le mal avec notre économie, depuis toujours, beaucoup de politiciens ont voulu, comment je vais dire, rester figés sur notre sous-sol. Parce qu'à l'époque, comme je dis, c'est le cuivre qui avait le taux d'échange le plus élevé, et le Congo était le principal pays producteur du cuivre. Et c'est comme ça que nous avions eu un peu à l'image de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, une certaine embellie financière quant à ceux, et il y a eu beaucoup plus d'entrées de devises dans le pays. À l'époque, on dit même qu'un Zaïre valait $2. $2, oui. C'est toute cette prospérité qu'il a vécue. Mais vous ne voyez pas qu'il aurait dû en profiter là pour développer ce pays? Parce que si vous voyez la monnaie nationale être au-dessus de la monnaie occidentale, ce qui veut dire que notre monnaie avait beaucoup plus de valeur que même les dollars. N'est-ce pas? C'était une occasion propice pour Joseph Mobutu de saisir cette opportunité et développer notre pays rapidement. Tout à fait. Ces 10 années-là étaient des années de merveille. Nos parents nous les racontent toujours comme... Et il a privilégié beaucoup plus son pouvoir. Des moments de bonheur. Mais malheureusement, après, au lieu de travailler l'image du pays, il a voulu travailler son image. Et après, quand on reste au pouvoir pendant plus de 10 ans, certains penseurs pensent qu'on ne réfléchit plus trop. On commence à préserver son pouvoir. Oui. Et on commence à dilapider les richesses du pays parce qu'il faut préserver son pouvoir. Là, on ne travaille plus pour le besoin de la communauté, pour l'intérêt général. On travaille maintenant pour son propre besoin. Son propre compte. Et c'est à cela, c'est à partir de ce moment, vers les années 80, vous verrez que même c'est à ce moment-là que surgissait le mouvement des opposants qui est parti avec les 13 parlementaires et autres, jusqu'à ce avec Etienne Tshisekedi Ouamulumba. Et c'est comme je disais, on ne sait pas prendre les choses d'une manière juste nationale, il faudra voir la chose sur le plan international. On verra que quand il y a eu effondrement de l'Union soviétique, donc il y a eu fin de la guerre froide, parce qu'il a été utilisé comme un pion fort de l'Occident. Mais quand il y a eu fin de la guerre froide, et vite il a senti la chose, il est parti vers la démocratisation, mais c'était déjà, comme dirait quelqu'un, un moment de liquidation, c'était déjà son départ, et maintenant il ne savait plus est-ce qu'il fallait lâcher le pouvoir ou ne plus le lâcher. À un moment il dit, on voit la tête de Mobutu partout alors que Mobutu est à Guadeloupe, est loin là-bas, il voulait laisser la chose être conduite par un premier ministre, mais un premier ministre qui n'arrivait pas vraiment à libérer lui aussi, parce que il le mettait de coq à jambes. Il mettait lui-même de coq à jambes. Il voulait gérer, en fait, sans gérer. Et c'est comme ça que chaque fois qu'il nommait quelqu'un comme Etienne Tshisekedi, on voyait que le lendemain, déjà, ça s'empirait. Il ne s'attendait pas. Parce que celui-là,
voulait être libre. Voulait être libre, autonome, et agir quant à ce, parce que ce sont les prérogatives qui étaient données par le mouvement des conférences nationales. La conférence nationale est arrivée jusqu'au chez nous, et nous aussi nous avons une conférence nationale qui a publicité M. Tshisekedi comme Premier ministre, et quand il a commencé son action, nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de soubresauts entre eux, beaucoup trop de crocs en chambre entre eux, jusqu'à ce qu'un mouvement rebelle sorte de nulle part pour le chasser. Et, très bien. Et quelques mois après, il trouvait sa mort. Donc, je salue ce grand esprit, je salue cette personnalité qui a donné une certaine identité au peuple zaïrois, congolais que nous sommes aujourd'hui, même si pour chaque histoire, il y a des revers, il a connu son revers. Mais aujourd'hui, je crois que 25 ans après, le pays devra reconnaître en cette personne une certaine valeur, une certaine identité. Et je pense, moi aussi, comme de la même manière qu'on donne, qu'on paye quelque chose à l'ancien président qui est Joseph Kabila et qui est vivant, je crois qu'on aurait dû faire quelque chose, que le pays peut faire quelque chose pour les anciens présidents qui étaient Kasavubu, qui étaient Mobutu, qui étaient... Mais ils ne sont plus. Comment on va faire quelque chose? Ceux ici sont vivants. Eux ne sont plus. Mais justement, c'est mon souhait que l'on essaye de jeter un regard sur leur famille, de sorte à ceux qui reçoivent toujours quelque chose. Vous pensez que leur famille manque de quoi se nourrir? Ce n'est pas ce que je dis. C'est... En termes de quoi vous voyez aider leur famille en termes de quoi? En termes financiers, en termes matériels, en termes d'assistance sociale? Financièrement, je pense que ces familles devront récupérer, toujours avoir une enveloppe de l'État chaque mois, de sorte à... L'État a beaucoup à faire, M. Jules Mukendi. L'État a beaucoup à faire. L'État a beaucoup de choses à faire. L'État a tout à faire. L'État a tout à faire. Ils ne sont pas moins congolais que les autres. Oui, mais ils peuvent travailler et bénéficier d'un salaire comme tout le monde. Ce ne sont pas des avantages dus à leur papa. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas. Si vous allez aujourd'hui à la fonction publique, moi, mon père est mort depuis 10 ans. Mais ce n'est pas ce qui empêche à ma mère de gagner encore une rente. Elle gagne quand même. Justement, c'est ce que je dis. Comme ils ont presté longtemps dans ces pays, ce sont des gens que l'État devait reconnaître. Il faut qu'ils gagnent régulièrement quelque chose à la fin du mois. D'accord. On va prendre la première thématique, justement, c'est la pénurie de carburant, spécifiquement à Kinshasa. C'est pratiquement dans tous les Congos, mais nous allons prendre Kinshasa comme capitale de la RDC. Jules Mukendi, qu'est-ce qui est, selon vous, à la base de cette pénurie de carburant à Kinshasa? Pourquoi il y a rareté de carburant du coup à Kinshasa? Et il y a un problème sérieux de transport, les bus ne circulent plus, les motocyclistes ont haussé leur tarification, finalement même des bus. Qu'est-ce qui est à la base de cette pénurie? Et puis voilà. Je crois qu'il faudra prendre la chose dans son ensemble. Il se trouve que depuis la guerre russo-ukrainienne, le problème du pétrole est devenu un problème très important et le problème d'approvisionnement pour le pays africain devient encore de plus en plus élevé. Je crois que, quant à ce, notre gouvernement avait déjà pris des mesures pour essayer de répondre, essayer de rencontrer le problème, parce qu'il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas un pays producteur de pétrole. Nous faisons de l'importation du pétrole et le chemin de l'importation est un chemin important qui est très suivi et qui demande beaucoup d'engagement financier. Et le gouvernement de notre pays aide beaucoup la population congolaise parce qu'il y a des dividendes qu'ils payent régulièrement pour que le prix du pétrole ne soit pas très élevé. Alors, ce qu'il y a à dénoncer aujourd'hui, je crois qu'il y a une certaine faiblesse dans le monitoring du ministère peut-être des hydrocarbures. À quel niveau? Pour essayer de suivre la consommation et le stock qui était le nôtre. Donc vous pensez qu'il y a un manque de suivi? Il y a un manque de suivi. Tout à fait. C'est tout ce que tout analyste le ministère des hydrocarbures n'a pas prévu cette pénurie. Je crois que c'est vraiment ça. Parce que avec un stock assez réduit, il suffit de faire une projection et savoir déjà depuis 1 mois ou 2 mois s'il y avait déjà lieu de réduire la manière de distribuer. Je crois que ça n'allait pas frapper fort. Parce que maintenant, l'effet
se ressent très fort parce qu'on est presque surpris, parce qu'on réduit à moitié. Nous avons tous suivi le ministre des hydrocarbures, M. Didier Boudimou, qui dit qu'ils ont réduit à moitié le taux de distribution. Vous pensez que c'est trop tard? C'était trop tard. Les effets sont déjà là dans la rue. Pourtant, si on avait déjà réduit, par exemple, à 30 ou à 25% il y a 2 mois, je crois qu'on ne ressentirait pas ça ici maintenant, aujourd'hui. Parce que l'homme s'adapte toujours aux nouvelles conditions, aux nouvelles dispositions qui se posent devant lui. Nous allons nous adapter à celles-ci, mais c'est venu très fort, comme un effet boomerang, et ça des effets collatéraux multiples. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a maintenant que tout le monde fixe son prix comme il veut, et ça crée des situations difficiles financièrement. Propositions. Vous avez des propositions à faire au gouvernement? Par exemple, si le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimou, nous suit, qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour, en termes de remède, justement, pour trouver solution à ces problèmes? Non, pour le moment, il n'y a pas de proposition au-delà de ce qu'ils ont prévu. J'ai vu qu'ils ont déjà prévu de distribuer. Mais maintenant, il n'y a plus moyen de distribuer d'une manière continuelle. On va la cargaison arrivera le 14. La cargaison arrive le 14. Aujourd'hui, c'est le 8. Aujourd'hui, c'est le 8. Et le temps ici... Tout à fait. Ça va se passer comment? Ça se passe comme il a dit. On va gérer, on va commencer à donner la moitié de la quantité. Mais ça pose problème sur le terrain. Un problème de transport sérieux, problème de carburant. Les vendeurs ambulants ont augmenté le prix excessivement. Parce qu'actuellement, le litre, c'est 7 000, 6 000 et 6 500 francs. Oui, parce que maintenant, on est tombé dans la spéculation, parce qu'on n'a pas su gérer, comme j'ai dit au départ, le problème. Aujourd'hui, il fallait renforcer. Bon, j'ai entendu les ministres dire qu'à partir de demain, certains inspecteurs vont descendre sur les stations pour voir... Pour faire quoi? Qu'on ne serve pas le suivi? Un certain suivi. De quoi? Pour que l'on ne serve pas trop les gens qui amènent des bidons, mais que l'on serve ceux qui ont des véhicules. Parce que quand on sert trop ceux qui ont des bidons, c'est à eux maintenant, ils ont comme le monopole du marché, et ils fixent le prix comme ils veulent. Ils prennent pour aller vendre ailleurs. Voilà, et au prix excessif. Ils veulent. Donc, comme toute crise fait toujours de bonheur, des heureux comme des malheureux, et ils se retrouvent dans cette crise. Et ils veulent faire la spéculation et mettre des prix exorbitants. Mais tout comme quelqu'un peut avoir son véhicule à la maison, qui n'a pas de carburant et qui envoie peut-être son fils avec un bidon pour acheter dans une station-service. On ne peut pas l'empêcher, on ne peut pas non plus l'interdire. Justement, ils ont prévu ça. Ça sera peut-être ça le malheur. Parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas de véhicule, ils ont des groupes électrogènes. Donc, il ne peut pas déplacer son groupe pour venir chercher des carburants. Et on a dit qu'à ceux-là, on vendrait des carburants juste un bidon. 20 à 25 litres, on peut vendre un bidon. Comment savoir que celui-ci a un groupe électrogène, celui-ci a un véhicule à la maison et celui-ci achète pour aller vendre? Le principe est Comment déceler? Le principe est fixé. Le ministre dit qu'au Jeep, on peut vendre jusqu'à 30 litres. Aux petites voitures, on peut vendre jusqu'à 20 litres. Mais on priorise d'abord cela à 80%. Et à 20%, on peut donner aux gens qui ont des bidons jusqu'à 20 litres. Donc, je crois que c'est ça. Le malheur est déjà arrivé. Je crois qu'il faut faire avec. Il faut trouver des solutions dans ce problème. Et attendre que la cargaison qui arrivera le 14 arrive. J'ai appris même qu'il y a 2 bateaux. Donc, on verra si la situation pourra se remettre à un niveau. Sinon, connaissant un peu les habitudes congolaises, je crains que les prix ne baisseront plus. Si aujourd'hui une course de moto coûtait 1500, ça ne va pas revenir au prix initial. Au 3000, vraiment je ne sais pas comment faire. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, les pétroliers sont en train de demander au gouvernement de revoir le prix à la hausse. Ils font pression d'ailleurs. Ils font pression pour que le gouvernement revoie le prix à la hausse, parce que l'écart est très grand et que même comment je vais dire, les subventions que l'État fait, et il y a des retards quant à ceux, donc il faudra voir comment gérer ça, mais gérer ça le plus vite, parce qu'on a déjà manqué le monitoring qu'on a raté. Moi, je crois que s'il y avait déjà un sérieux monitoring, on ne serait pas arrivé à ce problème que nous vivons aujourd'hui. Selon vous, faudra-t-il demeurer dépendant des pays producteurs de carburant, ou la RDC doit cette fois-ci se dire, tiens, j'ai les minerais, j'ai tout ce qu'il me faut pour commencer à produire les carburants et être autonome dans ce secteur-là. Mais justement, nous avons tous vu que le gouvernement a lancé
un appel d'offres quant au bloc pétrolier et autres, qui est en cours. Moi, je crois que le gouvernement, gérer ses prévoirs, c'était déjà devant ce problème-là, devant le problème de la crise russo-ukrainienne. Ils avaient déjà pensé à ça, mais entre, je vais dire, l'intention de ce que nous devons avoir demain, parce qu'il faudra faire les choses selon le marché public, suivre toute le voie telle qu'elle se passe, entre l'intention et la gestion quotidienne, je crois qu'il y a eu un petit souci, mais je crois que jusqu'à la fin de l'année, ou au début de l'année prochaine, le pays commencera déjà de plus en plus à s'autonomiser quant aux soucis du carburant et du pétrole dans notre pays. Parce que nos voisins, le Congo-Brazzaville comme le Gabon, le font déjà bien. Ils ne sont pas vraiment préoccupés par les problèmes qui sont... Voilà. Ils n'ont pas non plus les mêmes richesses que nous avons. Très bien, on va prendre l'autre sujet justement, c'est le gouvernement de Warriors, Jean-Michel Sama-Lukonde. Ce gouvernement est là, avec des défis bien définis. Déjà, nous avons des câbles. Nous, à notre niveau, nous avons des câbles qu'il y a des ministres qui vont sauter. Parce que d'ici peu, le chef de l'État va toucher ce secteur-là. Je voudrais maintenant avoir votre point de vue sur ce gouvernement des Warriors. Vous souhaitez le départ de tout ce gouvernement ou quelques ministères qui n'ont pas su donner un bilan positif à la population congolaise qui doivent partir? Si oui, quels sont ces ministères-là? Bon, si vous ne voulez pas citer, mais restez au moins analyste. Comment analysez-vous le bilan de Warriors merci dans beaucoup. chaque secteur? Sur le plan social, ont-ils réussi leur mission ou carrément non? Merci beaucoup. J'ai du mal à donner des cotations directement sans faire une analyse au départ. Mon analyse est celle-ci, c'est que il faudra déjà prendre la chose sur, je vais dire, l'Union sacrée, qui était une organisation des fêtes, qui devait donner une certaine majorité au chef de l'État. Gloire à Dieu pour lui. Il a reçu cette majorité-là, mais nous savons que c'était un ensemble hétéroclite, que les gens sont venus de toutes parts et qu'il fallait un arrangement pour sortir de ce gouvernement. Nous savons tous comment il est sorti. C'est depuis, je crois, le mois d'avril ou le mois d'avril de l'année passée que ce gouvernement est en train de travailler. Et il ne faudra pas aussi oublier une chose. Je ne peux pas ici me substituer au chef de l'État, parce que en tant que spécialiste en marketing politique, nous travaillons l'image du chef. Mais tout comme vous pouvez lui proposer. Tout à fait. Je peux juste me limiter à faire des propositions. Même si je n'ai pas toutes les manettes, tous les tableaux de bord que lui il a. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, quand on vote un budget, on crée un gouvernement, et les ministères sont placés selon les priorités. C'est comme ça que vous voyez qu'il y a un premier ministre et il y a deux vice-premiers ministres. Et ces vice-premiers ministres-là, chacun reçoit par rapport à, je vais dire, à l'orientation qui lui est affectée. Nous voyons ici, nous avons un vice-premier ministre chargé de l'intérieur, vice-premier ministre chargé des affaires étrangères, vice-premier ministre chargé de l'environnement. Vous voyez? Donc, quand vous voyez déjà ces vice-premiers ministres-là, ça veut dire que le budget qui sont affectés à ces ministères-là que les vice-premiers ministres conduisent sont des budgets déjà beaucoup plus importants que les autres. Et ça continue comme ça jusqu'à avoir des ministres d'État et à ceci et cela. Donc, moi je crois que certains ministres peuvent aujourd'hui être mal cotés. Il faudra déjà voir quelle était l'affectation qui leur a été donnée par rapport à l'ambition, à l'esprit ou la philosophie que devait imprimer le gouvernement. Et d'autres encore peuvent être mieux cotés parce qu'ils ont suffisamment reçu d'affectation et ils ont mis ça au travail et ça produit des fruits. Et une dernière analyse, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des ministères consommateurs
de ce que le pays produit. Et il y a des ministères pourvoyeurs qui amènent de l'argent à l'appareil de l'État. C'est après toutes ces études que l'on peut maintenant faire facilement, je vais dire, une cotation sur les différents ministères, les ministres de ceci ou les ministres de cela. Si je vous pose la question de savoir... Je suis quinois, je suis congolais, si je vois les ministres travailler. D'accord. Si je vous pose la question de savoir ce que vous retenez de ces gouvernements, je parle du bilan, c'est comme la thématique l'indique, en termes de bilan, dans l'actif de ce gouvernement, qu'est-ce que vous retenez? L'actif. Dans l'actif de ce gouvernement, je retiens une action qui m'a beaucoup marqué, c'est celle de redonner à la République démocratique du Congo une place de pays solution sur le plan environnemental. Sur le plan international, le Congo est revenu. Mais on n'a pas gagné les dividendes. On a demandé des millions quand le chef de l'État avait prononcé son discours pendant la COP26. Finalement, c'est ce qu'on n'a pas demandé qui est arrivé. Juste aujourd'hui, c'est d'ailleurs un projet. Et vous félicitez un gouvernement qui, jusque-là, a travaillé et qui n'a pas récolté les dividendes sur le plan environnemental. La COP27 se prépare déjà. Justement, c'est ça la politique. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas attendre du tic au tac. Vous ne devez pas attendre d'un gouvernement à ce que vous gagnez tout de suite les choses aujourd'hui. Moi, j'ai dit que le pays a repris sa place de leadership. Vous voyez qu'en Afrique centrale, il y avait des discussions internationales pour lesquelles les pays ne participaient même pas. C'était le Congo-Brazzaville ou le Gabon qui allaient représenter cette fois-ci, c'est difficile quand même que le pays ne participe pas parce que le pays est considéré comme pays solution à travers ses tourbières, à travers son bassin du Congo. Il est difficile qu'on saute le Congo. Mais quand vous dites cette fois-ci, c'est comme si les tourbières viennent d'arriver, les forêts viennent d'arriver dans le pays. Alors qu'il y en avait toujours. Ça existait depuis mais toujours. Mais il y a eu quelqu'un aujourd'hui, il y a eu des gens aujourd'hui qui ont vendu ça, de sorte à ce que l'on devienne incontournable. Même si les retombées financières ne sont pas directes, nous pensons que demain, le pays va profiter de ces retombées financières. Parce que le pays est devenu incontournable par rapport quant à ce. Ça, c'est déjà aux côtés de l'environnement. Face par exemple à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a reçu beaucoup plus que nous, alors que nous, sur le plan environnemental, nous sommes au-dessus de l'Afrique du Sud. Nous conservons nos forêts, nous, on exploite nos forêts. L'Afrique du Sud exploite d'ailleurs en grande partie ses forêts. Mais lors de la COP26, l'Afrique du Sud a reçu un quota plus que la RDC. Oui, parce que nous, à l'époque... Comment justifier ça? Nous n'avions aucun plaidoyer quant à ce qui parlait pour nous. Le chef de l'État était là sur place. Mais justement, c'est ce que je dis. Il faut aligner ça dans l'actif d'une action qui va continuer. Vous voulez voir un résultat du tic au tac? Moi, je vous parle d'une action qui va porter des fruits. C'est un processus. C'est un processus qui va porter des fruits parce qu'avant, nous n'étions pas là, nous n'existions pas. Désormais, aujourd'hui, nous existons. Et de plus en plus, les gens vont se rendre compte qu'ils ne peuvent pas faire sans nous. D'accord. Alors, sur le plan environnemental, oui. Déjà, vous avez soulevé un cas. D'autres cas, sur le plan social, sur le plan sécuritaire, vous ne retenez rien dans l'actif de ce gouvernement. Mais comment ne pas retenir l'action de la gratuité de l'enseignement, par exemple? Ça, c'est le plus... Je veux dire, si j'étais... Ça, c'est dans l'actif du chef de l'État. C'est dans la vision du chef de l'État avant même que ce gouvernement ne soit mis en place. Mais c'est ce que je dis. Donc, quand on gère, on ne gère pas ce qu'on a trouvé aujourd'hui, on gère tout. Donc, c'est comme si vous voulez me dire qu'il y a un ministre pouvait arriver et dire que ce n'est pas ma vision. Donc, vous octroyez la gratuité de l'enseignement des bases à ce gouvernement des Warriors qui a trouvé non seulement le projet, mais déjà en praxis. Je ne le lui octroie pas. Mais je félicite la continuité de l'action qui a été menée et qui a encore eu beaucoup plus d'impact. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu que de plus en plus, la situation qui avait commencé comme ne tenant pas au départ, de plus en plus, la situation s'est formalisée. Et aujourd'hui, nous voyons que le maître, l'enseignant, reprend un peu son poids, le poids de la bête, pour que... il soit quelqu'un de respecté dans la société congolaise. Ça, c'est un pas. Mais comment oublier M. Liao, le ministre de la fonction publique? Il travaille, lui? Quel travail?
Il travaille? Quel travail? Qu'est-ce qu'il fait? Il a travaillé beaucoup dans l'administration de la fonction publique, en mécanisant, par exemple, un grand nombre de Congolais qui, hier, avaient des matricules, mais qui n'avaient pas accès je vais dire, aux revenus mensuels. Aujourd'hui, ils ont été mécanisés en grand nombre. Est-ce que c'est fait sur terrain? On vous suit, vous êtes en direct. Mais je parle... Est-ce que la population congolaise se retrouve dans ce que vous dites? Tout à fait, mais ce ne sont pas des fictions, ce que je raconte là. Le comble, c'est quoi? Que ceux qui gagnent les plus de 25 000, 30 000, 40 000, de gens qui ont été désormais mécanisés ou qui reçoivent leur argent, ne font pas du bruit, ils ne passent pas sous la caméra pour dire, devant la caméra, pour dire que désormais nous on gagne, ou alors que désormais notre situation a été revue à la hausse. Mais quand ils manquent, mais ceux qui manquent font beaucoup plus de bruit que ceux qui gagnent. Parce que ceux qui gagnent sont là, ils sont en train de me suivre. S'il y avait un téléphone ouvert ici, vous aurez dû voir des gens écrire pour dire oui, à l'époque moi je gagnais rien, désormais aujourd'hui je gagne quelque chose. Mais j'ai travaillé depuis toujours. Donc ça c'est une action forte qui a été faite. Et aussi, il a sorti beaucoup de fictifs, des listes de fonctionnaires de l'État par exemple. Donc son action a ramené je veux dire, à l'assiette de l'État, beaucoup plus de gains, sans faire beaucoup de bruit, mais ça a été beaucoup plus de gains ramenés. Mais, est-ce que je peux me limiter là? Comment ne pas parler je vais dire, de l'embellie fiscale qui s'est fait dans le pays? Aujourd'hui, le pays est en train de faire beaucoup plus d'entrées d'argent. Ça aussi on critique le gouvernement avec des sommes colossales, des chiffres très élevés qui rentrent dans le trésor public avec la DGI et d'autres entreprises. Mais sur terrain, on ne ressent pas cela sur terrain. Dans l'assiette du Congolais, c'est pratiquement le contraire. Non, le besoin était très grand. Ça, il faut reconnaître. Les besoins étaient très grands. Le fossé était très profond. Et que les efforts qui sont fournis ne sont pas ressentis. Les efforts qui sont fournis jusque-là ne sont pas encore ressentis à la surface. Mais demandez à quelqu'un qui travaille à la DGDA quelle est sa situation. Demandez aux fonctionnaires dont je vous parle, qui ont été mécanisés en grand nombre, quelle est désormais leur situation. Demandez à l'enseignant combien il gagnait hier et combien il gagne aujourd'hui. D'où vient cet argent? C'est justement sont les répercussions de cette embellie financière. J'ai un enseignant. Vous me rappelez, j'ai un enseignant qui m'a écrit du Lualaba. Il est au Lualaba. Il m'a écrit qu'ici, la gratuité est effective. Oui, et nous saluons cela. Mais l'augmentation de frais que vante le ministre de l'EPST et ses collaborateurs n'existait pas ici, au Lualaba. Il parlait qu'il recevait 50 000 francs le mois, jusqu'aujourd'hui. Du temps de Félix Tshisekedi, un enseignant qui touche 50 000 francs au Lualaba. Vous êtes sûr? Je crois que les cas isolés ne peuvent pas manquer, pour des raisons... Alors, je le dis, je profite de l'occasion pour le dire en direct. Excellence, il y a des gens qui touchent jusqu'aujourd'hui 50 000 francs au Lualaba. Nous avons reçu des SMS et des messages, également des appels. Prière de suivre cette situation parce que peut-être qu'il y a de l'argent qui quitte le trésor public convenablement pour aller payer de façon normale ces enseignants, mais parce que peut-être qu'ils sont payés de façon Maboko Bank et que l'argent est coupé quelque part. Ça, il faudra suivre. On va prendre la dernière thématique, justement, c'est le marketing politique. Vous êtes expert en marketing politique. Nous avons un expert sur ce plateau en marketing politique. On va parler du marketing politique et parce que ça semble un domaine nouveau en RDC. Est-ce que cela est en exercice en RDC ou c'est un secteur qui n'est pas encore connu comme il se doit? Jules Mukendi, vous êtes expert en marketing politique. Comment pouvez-vous définir le marketing politique sur le plan pratique en donnant des exemples justement? Merci beaucoup. Le marketing politique, simplement,
je dis que c'est une discipline qui se faufile entre les atouts et capacités d'un chef ou d'un candidat et la réalité de son équipe ou de sa communauté, envie de lui donner toujours une image de marque pour qu'il soit toujours en vue, pour qu'il soit toujours le plus aimé, pour qu'il soit toujours le plus suivi. C'est seulement cela, on travaille là-dedans, des techniques, des hypothèses, de théories pour amener à ce que les leaders soient toujours vus d'une manière beaucoup plus positive. C'est ça, donc. Un exemple. Est-ce qu'il y a un exemple palpable à travers lequel on peut vous comprendre, on peut saisir votre idée, votre message facilement? En fait, le marketing politique veut seulement que l'on sorte de l'amateurisme l'on avait toujours vécu au milieu des hommes politiques pour qu'on aille désormais sur un certain formalisme. Donc, exhiber uniquement l'image positive d'un acteur politique. Tout à fait, comme d'un leader. C'est-à-dire que le marketing politique vous sort... N'est pas seulement politique, c'est aussi... Pour le leader, même dans les affaires. Quelqu'un qui gère un groupe, quelqu'un qui gère une équipe, peut se faire accompagner d'un technicien marketing politique pour l'aider à savoir toujours qu'est-ce qu'il faut dire, comment se présenter, comment le faire, à quel moment le faire, pour toujours capitaliser son action et demeurer positif. En RDC, le marketing politique existe sur les plans pratiques. De plus en plus, nous nous rendons compte que c'est une matière qui existe, mais dans la pratique, nous sentons qu'il y a beaucoup de failles. Et dans le chef de beaucoup de responsables, on peut sentir qu'ici, si ces derniers étaient accompagnés par un technicien en marketing politique, peut-être qu'ils n'auraient pas dû dire ceci, peut-être qu'ils n'auraient pas dû faire ceci. Donc je crois que de plus en plus, c'est un besoin réel qui existe, que les responsables politiques congolais devront faire un effort pour en tenir compte, de sorte à éviter beaucoup d'écarts qui créent beaucoup de problèmes, parce que n'oubliez pas qu'aujourd'hui, la communication, c'est même le nerf de la politique, et le marketing politique veut que vous communiquiez. Tout est communication, comme on dit. Votre façon de parler, votre façon de regarder, votre façon de rire, votre façon de réfléchir, tout est communication. Et donc, le marketing politique vient pour essayer d'étudier au préalable qu'est-ce que vous allez rencontrer et comment faire pour rester positif et pour rester toujours attrayant auprès du public. Comment travaillez-vous avec un politique? Je prends un exemple. Un acteur politique qui voudrait postuler, par exemple, à la présidence de la République. Comment travaillez-vous avec lui? Est-ce que vous écrivez ce qu'il doit faire ou vous lui dites oralement tout simplement ce qu'il doit faire? Monsieur Désiré veut être candidat président de la République. Monsieur Désiré m'approche. Et avec lui, je dois faire des séances de travail. C'est-à-dire une séance de consultation, par exemple. Connaître quel est le profil de M. Désiré. Quels sont ses atouts? Comme j'ai dit au départ, c'est une science qui se faufile entre les atouts du candidat et la réalité de la circonscription que M. Désiré veut convaincre. C'est-à-dire, désormais... Votre boulot, si je vous comprends bien, est de marier la réalité de l'environnement et le discours de l'acteur politique. Tout à fait. Avec ses atouts, les discours qu'il a. Et moi, je suis là pour travailler son message. Quel est le message qu'il doit apporter dans cette circonscription-là? Et ces messages-là, il apporte comment? Quand préalablement, avec lui, nous étudions la circonscription. Nous connaissons quels sont les desiderata de cette circonscription. Sur le plan démographique, par exemple, nous savons quelle est la masse qui bonde cette circonscription. Est-ce que c'est une population vieille ou jeune? Quels sont les besoins qui se présentent? Par rapport à la situation géographique de la circonscription, quels sont les concurrents directs? Parce qu'en marketing, c'est un combat de part de marché. Et donc, il faut connaître quels sont les concurrents. Comment ils s'y prennent? Est-ce qu'ils sont là depuis longtemps? Comment on va faire pour attaquer? Et comment on va faire pour gagner? Ce n'est que de cette manière-là que l'on quitte l'opportunisme et que l'on va maintenant dans une sorte de formalisation de combat. Et comme un général d'armée, vous avez une cartographie et vous savez vous lancer et vous savez quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles et vous capitalisez pour arriver à atteindre un résultat positif.
vous, en tant qu'acteur en marketing politique, ou conseiller en marketing politique, je prends toujours le cas des candidats présidents. Parce que vous avez comme mission marier son discours et la réalité sur terrain. Vous descendez en amont avant qu'ils ne descendent sur le terrain, étudier les faits empiriques et venir le lui dire, qu'est-ce que vous faites? Par quel processus, justement, vous allez vous imprégner de la réalité empirique? Tout à fait. Je parle de vous. Monsieur Désiré est candidat. Il faut qu'on connaisse votre circonscription. Vous voulez faire sensation où? Vous descendez avant moi? Non, c'est à vous de me dire d'abord. Ah, d'accord. C'est à vous de me dire. Admettons que je prends le cas, par exemple, de Lodja. Voilà. Vous n'avez jamais été à Lodja. Je n'ai jamais été à Lodja. Et moi, je vais postuler à Lodja. C'est un exemple. Je vais postuler à Lodja. Oui. Quel conseil me donnerez-vous? Je ne veux pas ici étendre Oui. toute la science, sinon je vais la vider. Mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que si vous voulez descendre à Lodja, je vais connaître quels sont vos points forts à Lodja. Déjà, maintenant, là, dès que je parle avec vous aujourd'hui, vous me dites qu'à Lodja, j'ai un point focal. Ce point focal-là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est? Comment pouvons-nous travailler avec lui pour recueillir les éléments dont nous avons besoin pour que notre action ne soit pas les actions d'un étranger, mais de quelqu'un qui est sur le terrain? Parce que nous connaîtrons les besoins. Il y a donc un grand travail à faire ensemble et nous allons donc à la fin de ce travail sortir ce que nous appelons le plan stratégique de campagne, le PSC. C'est ce plan-là qui sera comme notre Bible sur laquelle nous allons nous focaliser pour faire un travail pour nous amener jusqu'au résultat. Vous avez déjà œuvré avec un politique en ce sens-là ou avec un homme d'affaires en ce sens-là et vous avez expérimenté votre secteur sur les plans pratiques? Plusieurs, même depuis 2011. Il y a des gens qui sont même déjà qui sont des candidats, qui se reconnaîtront, et je salue d'ailleurs parce que nos clauses de confidentialité... Et le résultat a été comment? Positif ou... Quand je dis qu'ils sont honorables, ça veut dire qu'ils ont été élus. Ah, d'accord. Ils ont été élus. D'accord. Donc, je les salue, ils se reconnaîtront. Donc, c'est comme ça, c'est le travail qui est fait. C'est un travail scientifique. C'est comme ça que je dis, on doit sortir de l'opportunisme. Hier, les choses se faisaient d'une manière ramassée. Que l'on prenne ceci et cela, rassemblons, et ça peut donner ceci. Mais quand c'est une étude bien faite, les résultats sont probants. Si je vous suis très bien, ça ressemble à... Votre travail ressemble à un conseiller en matière de communication, par exemple. Est-ce qu'il n'y aura pas chevauchement entre vous et celui qui est conseiller en communication, par exemple? Pas du tout. Le marketeur, lui, comme j'ai dit ici, je peux travailler avec un conseiller en communication, mais moi, je fais le travail de fond. Je vais étudier la circonscription. C'est que lui ne fera pas. C'est aussi le travail de conseiller en communication. Que je sache... Quand nous sortirons le plan stratégique de campagne, ils pourront se mettre devant pour conduire l'action. Mais pour un départ, le marketeur, c'est celui qui va chercher à connaître les penchants émotionnels d'une circonscription, à étudier l'anthropologie, à étudier toute la réalité, comme je dis ici, pour essayer de sortir un plan. Et ce n'est qu'à ce moment-là, maintenant, que l'on pourra travailler avec un conseiller qui va vendre ce plan, qui va le présenter peut-être en train de conduire ce que les autres font, ou faire un rapport par rapport à toutes les actions que nous sommes en train de poser sur le terrain. Scientifiquement, il y a des cours qui sont donnés en ce sens-là en RDC, jusque-là? J'aurais appris qu'au niveau de FASIC, si je ne me trompe pas, qu'il y aurait un cours de marketing politique, mais quant à voir une branche, je crois que je n'en ai pas vu. Il n'y a pas une faculté en ce sens-là. Voilà, une branche, tout à fait. Ça, je n'ai pas vu. D'accord. Quel est le conseil que vous pouvez prodiguer aux acteurs ou aux leaders qui nous suivent? Vous voyez qu'aujourd'hui, vous accorder son suffrage est devenu très difficile. Vous voyez que le peuple est devenu beaucoup plus éclairé. Le peuple est devenu beaucoup plus regardant. Et ils suivent la chose politique avec beaucoup de munitions.
Et donc, vous qui êtes là, responsables politiques et autres, désormais, vous avez l'opportunité de faire avec un technicien en marketing politique que nous sommes. Nous sommes prêts à vous accompagner parce que nous pouvons faire du coaching, nous pouvons faire de l'accompagnement ou seulement vous présenter un plan stratégique de campagne pour essayer de faire que votre action soit la plus percutante et que cette action soit suivie par un programme avec une cascade formelle en sorte que ceux qui vous regardent retiennent de vous toujours une image positive. C'est possible parce que chez nous, on sait vous dire qu'est-ce qu'il faut dire. Chez nous, on sait vous dire comment est-ce qu'il faut se présenter, quel est le ton qu'il faut avoir, par exemple, quelle est l'expression qu'il faudra arborer. Donc, tout ça, c'est dans le cours de marketing politique et que nous pouvons vous aider à être beaucoup plus positif, à être beaucoup plus percutant sur terre. Alors là, nous sommes en direct. Nous venons d'avoir une information, une nouvelle, justement, le décès de la reine Elisabeth II de l'Angleterre. Wow. Elle est décédée tout à l'heure là, à l'âge de 96 ans. Ouais. Comment vous trouvez cette dame qui a beaucoup servi à la Grande-Bretagne, qui décède aujourd'hui à l'âge de 96 ans? Paix à son âme. Paix à son âme, je salue sa mémoire, une grande dame qui a beaucoup marqué l'histoire. Je crois qu'elle a été... Le monde est en deuil. Elle était déjà active depuis les années 40, 50, si je ne me trompe pas. Elle a traversé les temps, elle a traversé les époques avec beaucoup de présidents de ce monde. Je salue sa mémoire et que son âme repose en paix. J'espère seulement que le peuple britannique, après cette dame, pourra avoir encore... une dame à sa hauteur. Pas forcément une dame, mais bon, je ne sais pas comment ça s'organise chez eux, mais que ce soit quelqu'un qui pourra porter ce poids-là, parce qu'elle a vraiment traversé les âges. Je salue sa mémoire. Très bien. Et donc, c'est le monde entier qui est endeuillé, pas seulement l'Angleterre, mais c'est plutôt à travers le monde. Il y a deuil à travers le monde, pas seulement l'Angleterre. La reine Elisabeth II est décédée à l'âge de 96 ans, mais elle a beaucoup travaillé pour son pays. Et il faudra quand même que l'Afrique reconnaisse la grandeur de cette dame et que les dames, par exemple en RDC, puissent également sortir de l'ordinaire et suivre l'exemple, par exemple, de cette dame. Voilà. D'ailleurs, nous, en marketing politique, nous donnons une place de choix aux dames. Parce que généralement, les dames ont une frousse pour essayer de faire les choses, surtout en politique. Mais pourtant, une dame qui est bien accompagnée par un bon technicien en marketing politique peut bien se distinguer parce que désormais, elle aura un message et elle pourra même travailler un caractère pour être beaucoup plus percutant sur le terrain. Très bien. Donc, l'exemple de la reine, c'est un très bon exemple sur lequel il faut surfer pour essayer de se faire un nom. Parce que tout le monde a sa place. Il y a des gens qui nous regardent en ce moment qui se disent nous avons encore des ambitions latentes. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont déjà dans des partis politiques qui ont aussi des ambitions et ils voient déjà les choses se faire. Mais d'autres se disent, mais comment je vais commencer? Où faire les choses? Par où tenir le bout? Contactez-nous quand assez, nous verrons comment ensemble pourrons travailler pour faire de grandes choses ensemble. D'accord. Alors, je Pitra Mukendi, merci d'être passé. Je peux juste donner mon... Allez-y rapidement. Oui, nous pouvons... Notre numéro de contact, c'est le WhatsApp. Plus 243 85 103 90 18. Je reprends. Plus 243 85 103 90 18. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Désiré. Très bien, merci à vous. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission à travers la nouvelle du décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre que nous mettons fin à cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis. Restez branchés. La grande édition, c'est tout à l'heure avec Manuela Ingrid Kitalungu. Dixième rue.